Juste une question, toute une conversation. Lucas Malter. Bonjour à tous, juste une question, c'est une occasion, celle de répondre à une interrogation aux multiples ramifications, prendre le temps très long et très court, 1 heure, de s'intéresser à un sujet à la fois philosophique et très concret. Aujourd'hui, la gauche. La gauche est morte, écrasée aux dernières élections, divisée, écartelée. La gauche, c'est de l'histoire ancienne, et pourtant, il y a les insoumis, pourtant la République en marche serait en même temps de gauche. Pourtant, Marine Le Pen ou Guillaume Pelletier ne manquent pas d'idées classées à gauche. Un discours anticapitaliste pour l'une, la revalorisation du SMIC pour l'autre, par exemple. Et pourtant, ce n'est pas si paradoxal en réalité. Être de gauche, voilà une notion suffisamment floue pour être manipulée avec imprudence. Alors posons-nous la question, juste une question, être de gauche. En France, en 2018, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour y répondre, nous accueillons Pascal Cherki. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais merci, Monsieur Malter, merci beaucoup pour votre invitation. Vous êtes ancien député, maire socialiste du 14e arrondissement de Paris. Vous avez été qualifié de frondeur pour votre opposition à la politique du gouvernement sous François Hollande. Vous avez soutenu Benoît Hamon à la dernière élection présidentielle et vous faites aujourd'hui partie du mouvement qu'il a fondé, Génération. Est-ce que cette présentation vous paraît complète ? Tout à fait, oui. Bien. Alors, être de gauche en 2018, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça implique ? Et d'ailleurs, est-ce que c'est une question intéressante ? Oui, c'est une question intéressante parce que historiquement, la gauche, c'était, ça doit le rester et le redéfinir, c'était finalement l'alternative. La gauche est née en même temps que cette grande mutation du monde qui a été l'apparition de l'économie capitaliste. Et si je devais donner une image de ce qu'était la gauche, c'était Germinal, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène où il y a la grève dans les usines de charbon. Et où ceux qui se battent, ils se battent pour 2 choses en fait. La première, c'est augmenter la rémunération du wagon de charbon qui remonte de la mine, donc son pouvoir d'achat immédiat. Et la deuxième, c'était l'idée qu'il participait de la construction de ce qu'on appelait la sociale à l'époque, la République sociale. Quelque chose qu'il ne verrait pas forcément de son vivant, mais ce rapport de force aidait à faire avancer une cause plus grande. Donc c'était l'inscription des luttes immédiates et une eschatologie au sens laïque, qui était l'idée du socialisme, et qu'après la révolution bolchevique reviendra l'idée du communisme. Donc ça, c'est l'essence même du combat de la gauche. Après, il y a des évolutions profondes dans nos sociétés. Oui, parce que justement, je voulais revenir sur cette question historique. Lorsqu'on va se qualifier de gauche aujourd'hui, on va se référer à quelle histoire exactement ? Non, mais après, ce que je veux dire par M. Malter, c'est qu'il y a des évolutions aujourd'hui qui fait qu'on ne... Même si le point de départ de la contestation, c'est-à-dire le système capitaliste, c'est un système qui ne fonctionne pas durablement, qui est injuste, qui produit des inégalités, des tensions, des guerres. Les grands anciens disaient le capitalisme et l'impérialisme portent la guerre comme la nuée porte l'orage, ce qu'on raconte à l'époque. Mais on doit le faire en fonction d'une situation qui a profondément évolué. Quelles sont les 2 mutations sur lesquelles il faut que la gauche réfléchisse aujourd'hui ? Première des mutations, c'est la question de la mutation de l'économie capitaliste elle-même. Je m'excuse, je vais être un peu précis, mais il faut le voir. Jusqu'à présent, le capitalisme s'est développé avec l'idée que finalement son extension et sa révolution permanente de la productivité se faisait à partir de l'extension de la base du travail vivant, du travail salarié humain, cette fameuse exploitation de l'homme, cette fabrication de la plus-value, comme on disait à l'époque. Sauf que là, ça a changé. Ça a changé parce que, en tout cas moi c'est ma thèse, c'est une thèse qui est en débat aujourd'hui dans la gauche, c'est que dans les années 70, le capitalisme est rentré dans une crise de suraccumulation, de surproduction, dont il n'a pu sortir durablement, en tout cas momentanément, qu'en renvoyant cette contradiction fondamentale à un niveau supérieur, par le rapport de la financiarisation. C'est donc le passage à la financiarisation de l'économie qui a permis au capitalisme de sortir momentanément de sa crise. Sinon, il ne serait pas sorti de la crise des années 70. La gauche est forcément liée au capitalisme ? Pour l'instant, le régime dans lequel on vit, c'est le régime capitaliste. Donc il faut partir de ce qu'est le capitalisme pour penser les alternatives. Donc, c'est très important ce que je vais vous dire, donc le capitalisme a inversé son rapport fondamental, et donc finalement, aujourd'hui, ça, plus l'apparition de la numérisation, de la robotisation et de la machine intelligente demain, fait que la productivité, le développement de la productivité dans l'économie capitaliste va se faire pour la première fois depuis l'apparition du capitalisme avec de l'évacuation du travail vivant de la production, de l'écrasement de la base vivante du travail. Processus qui est en cours dans l'industrie depuis très longtemps. Vous pouvez voir la sidérurgie, l'industrie automobile, qui commence dans les services.
Ça, c'est fondamental. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que le capitalisme ne permettra plus d'atteindre le plein emploi. Or, jusqu'à présent, le débat qu'il y avait du rapport d'un point de vue économique et social de la gauche au capitalisme, c'était quoi? La gauche est divisée en deux branches, si vous voulez. Vous aviez les communistes et les anarchistes qui disaient quoi en gros? Qui disaient voilà, on va atteindre le plein emploi si tous les salariés deviennent des capitalistes. C'est-à-dire si les salariés, les producteurs deviennent propriétaires de leur outil de production. Et les socialistes, le mouvement syndical, disait on va atteindre le plein emploi si on humanise la relation de travail. On baisse le temps de travail, on augmente les salaires, on construit des retraites, on protège les salariés des accidents de travail. C'est-à-dire qu'on acte des avancées sociales concrètes que les communistes engrangeaient aussi dans les luttes sociales pour ça. Bon. Mais tout le monde était d'accord pour dire que peu ou prou, l'optimum c'est le plein emploi. Et si aujourd'hui vous n'avez plus le plein emploi, sur quelle base vous faites fonctionner un contrat social dans l'humanité? Jusqu'à présent, tout le monde se définissait par sa relation au travail comme un travail salarié dans l'économie capitaliste avec le lien de subordination et son adjuvant de l'emploi public. Il faut qu'on vienne à une dimension anthropologique du travail. C'est-à-dire l'activité de l'homme dans sa relation sociale aux autres, parce que l'homme est un être collectif, on ne vit pas seul, on ne vit pas isolé dans une société, avec la forme historicisée concrète qu'a pris ce rapport au travail dans la forme du travail salarié capitaliste. C'est très important. C'est pour ça, par exemple, c'est pour ça que j'ai soutenu Hamon. C'est parce on a très imparfaitement, on a beaucoup à travailler, à creuser là-dessus, mais l'idée de dire qu'on est devant une grande transition, elle est fondamentale. Deuxième question qui a évolué pour la gauche, c'est quoi? C'est la question du rapport à ce qu'on appelle la crise climatique. Bon. Parce que jusqu'à présent, la gauche est dans un rapport de productivisme. Elle considérait qu'il fallait à un moment donné produire, pour après redistribuer. Et dans le débat sur la production, il y avait des gens qui disaient les producteurs doivent être les propriétaires des outils de production. Mais on ne mesurait pas l'impact du système productiviste et notamment de l'économie fossile. Et d'ailleurs Marx le disait à sa manière. Il disait le capitalisme ne fait pas qu'exploiter l'homme, il opprime aussi la nature. Donc c'est cette synthèse nouvelle que la gauche doit réaliser. Oui, mais sur quoi se base-t-elle en fait pour arriver là? Vous dites qu'effectivement il y a eu des mutations dans la société, que la gauche doit s'adapter finalement à ces mutations-là, cette mutation du capitalisme, cette mutation de l'économie mondiale. Mais quel est le point commun en fait? Quel est le point commun entre cette gauche des années 80 et cette gauche que vous entendez représenter aujourd'hui? Mais l'idée qu'il faut une alternative, oui. Moi je considère que le dépassement du capitalisme doit être l'objectif du combat de la gauche. Moi je considère que le système de l'économie capitaliste, ce qu'on appelle globalement l'économie de marché, parce qu'on fait des distinctions, n'est pas pour moi le système qui permet l'épanouissement du genre humain. Voilà. Alors, le problème qu'on a jusqu'à présent, c'est que si vous voulez, la seule alternative concrète qu'on a proposée aux gens, ça a été le système communiste et notamment la bureaucratie soviétique, qui a été tout sauf un système d'émancipation pour les masses qui ont été confrontées. Je parle. Voilà. Donc ça a été une expérience totalitaire. On va appeler les choses comme ça. Donc. Mais ça ne doit pas empêcher de dire que le cœur de notre réflexion, ça doit être l'alternative. Bon. C'est en ce sens-là où je pense que la pensée de gauche doit redevenir radicale, au sens où je prends les problèmes à la racine, pas radicale dans le niveau sonore que vous employez. Voilà. Donc c'est-à-dire à la racine? C'est-à-dire de se dire, est-ce que oui ou non, le système capitaliste est aménageable? C'était la vision réformiste des choses. Bon voilà, alors on passe des compromis, on fait un rapport de force, on diminue un peu le temps de travail, on augmente les salaires, tout ça, ce sont des luttes justes. C'est pour ça que je suis pas le socialisme, le parti socialiste ces dernières années. C'est pour ça que j'ai commencé mon point de vue par l'image de Germinal. Est-ce qu'on pense que l'optimum c'est ça? Mais globalement, dans le fait de dire que le capitalisme est le moins mauvais des systèmes ou le plus imparfait des systèmes, à l'exception de tous les autres. Ouais. Ou pas. Moi je pense que non. Je pense que le capitalisme ne peut pas fonctionner durablement. Voilà, qu'il suscite des crises permanentes, qu'il dépasse ces crises en ramenant la contradiction à un niveau supérieur et autres. La permanente, j'ai pu le lire, effectivement, on objecte qu'il y a eu une crise en 29, une crise en 2008, et puis... Ouais, enfin, vous avez vu comment on a réglé la crise de 29, par une guerre mondiale quand même, monsieur. Bon, parce que quand à un moment donné, vous êtes confronté à un mouvement de très forte dévalorisation du capital, vous réglez ça aussi, vous pouvez régler ça par la guerre. Bon, je ne souhaite pas que ce soit l'objectif qu'on se donna pour faire de la bonne purge dont on aurait besoin. Mais non, mais je dis c'est important parce que, par exemple, la pensée de gauche pensait jusqu'à présent qu'on était dans un système de destruction créatrice. Vous savez, on vous disait, il y a une révolution industrielle, elle arrive. Donc, elle détruit des emplois traditionnels dans des secteurs traditionnels, mais tout ça est compensé par l'arrivée de nouveaux procédés techniques, de nouveaux champs. Et finalement, la somme des nouveaux emplois qu'on va créer
va permettre de compenser les emplois qu'on a détruits. C'est d'ailleurs ce que pensaient les sociodémocrates. Oui, c'est l'affaire du maréchal Ferrand. On n'a plus de maréchal Ferrand parce qu'on a plus Et alors là, besoin on de disait, mais chevaux. les biotechnologies, les nouvelles technologies, voilà, tout ça vont permettre de compenser la vieille industrie. Non, moi je ne crois pas ça. Je pense que pour la première fois, mais ça nécessiterait une discussion assez longue, je pense que pour la première fois, on n'est pas là-dedans. Et on est, pour terminer là-dessus, dans une phrase, c'est pas moi qui l'ai prononcée, qui est assez intéressante. On est coincé entre un risque de stagnation séculaire ou un risque d'instabilité financière permanente. Bon, parce que cette financiarisation produit des bulles de plus en plus importantes et quand elles éclatent, font des chocs systémiques de plus en plus importants. Parce que la bulle des subprimes, c'est une toute petite bulle par rapport à la bulle des dérivés de crédit, par exemple. Et moi, j'invite vos auditeurs, j'en terminerai par lire un livre très intéressant, 2 livres s'ils veulent le lire. Un livre d'Ernest Loloff et de Norbert Trunkel qui s'appelle La Grande Dévalorisation, qui est paru chez Post Édition. Ce sont 2 écrivains, on va dire, marxistes hétérodoxes, allemands. Très intéressant. Et un autre livre qui s'appelle Reprendre le contrôle de la dette, qui a été écrit par Lord Eddard Turner, qui est l'ancien secrétaire général du syndicat britannique de l'industrie, le MEDEF anglais, et qui a été nommé président de l'autorité des marchés financiers quelques mois avant la crise de 2008, et qui a eu, alors là en Angleterre, à gérer avec le gouvernement les effets de cette crise systémique très forte dans le système financier. Et lui, il en arrive à des conclusions extrêmement radicales, et ce livre, c'est pour ça que je vous le cite, très intéressant, il a été publié aux éditions de l'Atelier, qui sont les anciennes éditions ouvrières, ils sont issus de la maison d'édition du Parti communiste, qui ont décidé de l'éditer. Donc je prends 2 points de vue, vous voyez, volontairement, et je pourrais vous citer d'autres ouvrages, assez opposés dans le point de départ de la réflexion, entre un ancien secrétaire général du MEDEF anglais et un marxiste hétérodoxe, mais qui convergent vers la même idée du fait qu'aujourd'hui les mutations du capitalisme sont telles que, est-ce que c'est pas la question de sa propre pérennité qui est posée quelque part? Et ça, c'est une discussion qui est fondamentale pour la gauche, parce que c'est ce débat-là qu'il faut qu'on commence à avoir entre nous. Moi, le désaccord que j'avais avec Mélenchon pendant la campagne présidentielle, c'était pas ces foucades, ces trucs et tout. C'est que sur son programme économique, c'est un archéo-keynésien. J'avais l'impression de voir Jean-Pierre Chevènement dans les années 70. Plus sa règle verte dans la Constitution, ou plus... voilà. Ce que je retiens également, c'est que dans les années 80, donc on s'est adapté au capitalisme. Aujourd'hui, il y a ce nouveau capitalisme, il y a ces machines. Donc on essaie de s'adapter à cette question-là du remplacement des humains par les machines. Néanmoins, rien ne me dit que demain ou après-demain, ce soit d'autres partis politiques, d'autres courants idéologiques qui s'emparent de cette question-là, qui devient peut-être bien évidente. sûr, mais les libéraux vont essayer d'amener... Quelle sera la... Mais les libéraux vont essayer d'amener une réponse à ça. La réponse qu'ils vont amener, c'est le revenu de base, etc. et tout. Et moi, la question que je me pose, c'est savoir quel est le point commun entre cette gauche des années 80, cette gauche des années 90, cette gauche des années 2000, cette gauche actuelle et future. Mais avant de répondre à la question, je propose qu'on fasse une petite pause musicale. On va écouter un peu de musique et puis on se retrouve dans 3 minutes 30.